Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? Un courriel des amis du biodôme. Ils veulent que je fasse un compte avec les animaux du biodôme. T'as-tu entendu ça? C'est une très bonne idée. Penses-tu qu'on devrait aller faire un tour? Moi, je pense que oui. Viens, on fait un tour. Wouh! Quelle bonne idée d'avoir fait un tour. Je suis maintenant inspiré à fond. J'ai trouvé l'angle pour faire mon compte. Et il va comme suit. Gédéon et le Wendigo. Le vent souffle sur les collines rugueuses de cette région sauvage de l'Estrie. Les têtes de sapins enneigées et les arbres dépouillés de leurs feuilles dansent doucement, se délestant de flocons qui virevoltent comme autant de paillettes d'argent dans une aube dorée. Au loin, des panaches de fumée se dissipent au-dessus du village tranquille de Weedon. On pourrait croire qu'on est en des temps anciens, mais une tour cellulaire barre l'horizon, tel un bizarre arbre de Noël décharné, ne disposant, pour seule décoration, que d'une étoile solitaire et scintillante à son sommet, mais qui perd de son éclat plus le jour gagne sur la nuit. Dans cette forêt tranquille, on peut entendre la neige crisser sous les pas d'un homme à forte carrure, bardé d'une impressionnante scie à chaîne. Petit-fils d'une guérisseuse Inou et d'un conteur aguerri, Gédéon le bûcheron, l'œil vif, la barbe drue, mais sans miette de pain, c'est un gars prêt, scrute les environs. Il est à la recherche du sapin qui enjolivera sa demeure en cette période de l'année où l'on habille les arbres de manteaux de lumière. Gédéon connaît bien sa terre. Il l'a parcouru plus d'une fois. Il en prend soin tant pour lui-même que pour la nature et les animaux qui y habitent. À titre d'exemple, avec sa tronçonneuse, il crée de l'espace aux jeunes pousses en coupant de vieux arbres cassés, tout en laissant, ici et là, d'antiques troncs parfaits pour en faire des condos et perchoirs à mésanges, merles et autres jaseurs d'Amérique. Oui, Gédéon a une connexion singulière avec la nature, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi le genre à nommer les animaux qu'il croise. Mais pendant qu'on jase de lui, Gédéon vient de trouver LE sapin. Or, pour ce genre de coupe, au lieu de faire ronronner sa rutilante scie à chaîne, il utilise une hache spéciale. C'est Roméo, son grand-père, qui lui a donné. Ce qu'il faut savoir, c'est que Roméo aime enrober ce type de cadeau d'histoires remplies de fioritures de conteurs. Il aime à dire que la hache avait appartenu à Martin de la Chasse-Galerie, une de ses légendes favorites. Puis Martin, c'est le petit vlimeux qui, par ses actions, avait fait en sorte que lui et ses compagnons soient pris pour toujours dans le ciel à bord d'un canot volant. C'est ça qui arrive quand tu fais affaire avec des forces magiques et obscures qui te donnent des super pouvoirs en échange de ton âme. Sacré grand-père. Toujours est-il que, d'un dernier habile coup de hache, le sapin de Gédéon s'affale au sol, soulevant un nuage de poudreuse. Amateur de beauté spontanée, le bûcheron contemple la scène, mais c'est de courte durée. Son cellulaire émet une vibration dans sa poche. C'est Roméo, son grand-père. Oui, allô? Répond Gédéon. T'es-tu encore parti à Wendigo, toi? Non, j'étais à Weedon, grand-père. Je le sais bien. Partir à Wendigo, ça veut dire être profond dans le bois. Mais je suis pas sûr que ta grand-mère serait d'accord avec ma définition du Wendigo. C'est une toute autre histoire pour les Premières Nations que cette bête-là. Gédéon sait par expérience que s'il laisse aller son grand-père, on ne sait jamais à quoi s'attendre, autre que de longues histoires. Qu'est-ce que tu veux savoir au juste, grand-père? Ouais, ben justement, c'est ta grand-mère. Tu sais, avec elle, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Qui se ressemble, ça semble, hein? Oui, grand-mère, quoi? L'interrompt Gédéon. Elle m'inquiète un peu. Elle est partie sur la côte nord voir des amis Inou, mais elle m'a parlé d'une histoire mêlant des animaux de la jungle à d'autres animaux de Nitassinan, le territoire des montagnais, dont la côte nord fait partie. Ouais, c'est spécial, acquiesce le bûcheron. Justement, ça m'inquiète. Ça te tente-tu d'enquêter là-dessus? Gédéon ne sait trop comment l'aider, mais conclut qu'il ferait son possible et raccroche. Il chasse rapidement cette étrange discussion de son esprit et commence sa route afin de ramener son précieux sapin à son campement. Chemin faisant, il longe un marais bordé de souches entaillées de dents pointues. « Salut, Nestor! » C'est le nom qu'il avait donné au castor responsable de tous ces arbres tronqués. Étant bûcheron de profession, il se sentait une certaine connivence avec cet animal qui aime à couper du bois, comme lui. Mais cette complicité repose aussi sur le fait qu'à chaque fois qu'il le salue,
Gédéon avait l'impression que son ami grugeur de bois le comprenait. Il l'observait intensément, comme en ce moment. Même que la bête le regarde debout, appuyé sur sa queue, ses deux petites pattes d'en avant frétillent, comme s'il brûlait de lui dire de quoi. Gédéon s'arrête, et il se dit que son esprit doit lui jouer des tours. Mais le castor l'observe toujours. On dirait qu'il veut que Gédéon s'approche. Ce qu'il fait, le castor ne se sauve pas, même qu'il s'approche de lui, et de ses yeux mignons, il l'invite à le flatter. Le bûcheron cède à la tentation, mais au moment où sa main atteint son pelage luisant, le castor fait un tour sur lui-même et lui assène un violent coup de queue dans la main. Pow! Étrangement, ça pourrait ressembler à un super high-five dont le claquement résonne encore dans le bois. « Aïe aïe donc! Pourquoi t'as fait ça? » s'exclame Gédéon. « Afin que vous puissiez m'entendre, très cher. »« Que quoi? » ?»« Oui, les esprits de la nature vous ont choisi afin que vous soyez leurs défenseurs. »« Pardon? » ?»« Vous êtes unique, très cher. Vous prenez soin de la nature, ce que peu de vos semblables font aujourd'hui. »« D'accord. » Il ne vous manquait qu'un coup de main, ou un coup de queue dans ce cas-ci, pour que vous puissiez observer ce qui vous entoure avec vos yeux et votre cœur d'enfant. Seulement ainsi peuvent être perçues toutes les subtilités et la magie du monde. Gédéon est bouche bée devant l'animal, qui continue à lui jaser ça un bon moment. Nestor finit par annoncer qu'il devait partir de ce pas au village de sa cousine, situé à des centaines de kilomètres au nord. Coupant court aux protestations du bûcheron qui affirme que cela leur prendrait des heures en voiture sans compter la marche pour se rendre au campement, Nestor l'invite à le suivre vers la grotte au lutin. Là-bas, très cher, nous ferons la chasse-galerie. Wow! Gédéon se souvenait des paroles de son grand-père. Il n'avait pas envie de troquer son âme contre un canot volant. Je sais pas si ça le rassurait, mais Nestor l'informa que les lutins parleraient aux esprits de sa forêt, qui, eux, sauraient le mener à bon port sans lui demander quoi que ce soit en échange, autre que de les aider. Après quelques minutes de marche, au pied d'une colline, Gédéon découvre une crevasse inconnue. Le bûcheron délaisse son précieux sapin, mais empoigne fermement sa hache avant d'entrer dans une grotte humide et obscure. Alors qu'il s'apprête à protester qu'il n'y verrait rien, il remarque des faisceaux de lumière à l'intérieur. À son grand étonnement, il constate qu'elles émanent de l'œil unique de petits bonshommes grands comme des jeunes enfants, au bedon rond comme des tomates, avec des pattes de grenouille. Wow! Des lutins de la vallée du Saint-Laurent? Il les connaissait car, quand il était petit, son grand-père lui racontait des histoires de lutins avant de le border d'un édredon de sommeil. Ces derniers lui dirent qu'ils n'habitaient plus les terres bordant le fleuve depuis que les humains occupaient leur territoire. Seuls ceux qui avaient gardé leur cœur d'enfant pouvaient encore les voir. « Es-tu prêt à faire la chasse-galerie, mon barbu? » Gédéon regarde autour de lui, ne voit aucun canot et le leur fait remarquer. « C'est à se demander comment tu peux nous voir! » s'étonna un des lutins. Les lutins commencent à lui raconter qu'en faisant affaire avec les esprits de la nature, pas besoin de canot puisqu'ils ensorcellent les animaux. Avant qu'ils puissent protester encore, les lutins commencent à danser et chanter autour d'eux et Gédéon entend le bruissement d'une centaine d'ailes. Par réflexe, il se couvre le visage et sent une multitude de petites pattes saisir son corps et le soulever de terre. Quand il ouvre les yeux, il survole sa forêt, porté par une nuée de chauves-souris. À ses côtés, Nestor se laisse porter, pas stressé le moins du monde, comme s'il utilisait ce mode de transport à chaque jour. La vue est charmante d'ici, n'est-ce pas très cher? Il quitte les collines estriennes, puis survole les champs nourriciers endormis sous la neige. La nuée surplombe ensuite le fleuve au niveau de l'archipel d'îles bordant le lac Saint-Pierre. Après avoir passé au-dessus d'autres champs qui s'allongent à perte de vue, les collines et les lacs du bouclier canadien apparaissent devant eux et s'étendent jusqu'aux confins de l'horizon. À un moment donné, alors qu'il avait perdu le fil du temps, il sent qu'il descend en altitude. Il se concentre et remarque sous lui des forêts boréales riches en conifères. Mais il voit aussi de vastes régions dénudées, des cimetières de souches d'arbres qui percent la neige comme pour crier leur drame. Gédéon constate que les animaux vivants là doivent évoluer dans un territoire stérile, bariolé de chemins forestiers. Ça doit pas être évident. En parallèle, Gédéon remarque deux camionnettes qui roulent sur une de ces routes en générant une traînée de poudreuse dans leur sillage. Dans la benne arrière de ces véhicules, plusieurs cages d'animaux y sont empilées. Il n'a pas encore tout saisi ce qu'il vient de voir quand il atterrit dans une clairière bordant une rivière. Les chauves-souris s'envolent aussitôt et repartent d'où elles viennent. Il se tourne vers Nestor pour lui demander ce qu'ils font là quand une voix surgit de l'orée des bois. « Gédéon, qu'est-ce que tu fais ici? » Une femme accompagnée d'un immense porc-épic sort des buissons dépouillés de leur parure d'été.
Gédéon la reconnaît aussitôt, malgré la distance du temps qui passe. C'est Ariane Newashish, sa cousine Atikamek. Wow, ça faisait longtemps qu'il l'avait pas vue. Elle remarque Nestor qui s'approche de son porc-épic et lui fait une franche accolade. « Toi aussi tu as le don de l'œil et du cœur d'enfant. J'aurais dû m'en douter, tu étais un enfant si sensible. » Gédéon déduit que l'aptitude à parler aux animaux ne lui est pas exclusive. Si les esprits de la nature l'ont mené ici, il doit y avoir une raison. « On m'a dit de venir ici pour quelque chose en lien à notre grand-mère. » Oui, c'est logique, se contente de répondre Ariane. Notre bûcheron ne voit pas ce qu'il y a de logique là-dedans, mais avant qu'il puisse faire part de ses réflexions, un bruit attire son attention. Des buissons surgissent plusieurs animaux. Tu arrives à bon point pour l'assemblée des esprits protecteurs de la forêt. En effet, plein d'oiseaux, des bruants, des merles bleus et des roselins, s'installent dans la canopée des arbres sans se soucier de la présence de leurs prédateurs naturels, tel le hibou qui fait un clin d'œil à Gédéon, l'air de dire « Ouh, belle hache !» Au sol, les écureuils, les loutres et les ratons côtoient les ours et les chevreuils. Ariane prend la parole. « Mes amis, l'heure est grave. Nous, les Premières Nations, observons la nature depuis des millénaires et nous constatons que l'homme dérape de plus en plus et ça a des répercussions sur votre réalité et le monde subtil. » Un vison demande à ce qu'on arrête de chasser et de détruire son habitat. Un raton se plaint qu'il a vu un braconnier avec sa sœur comme chapeau. Mais Ariane leur dit que la chasse fait partie du cycle de la vie. Le problème, c'est lorsque ce cycle se débalance. C'est dans ces temps-là que la nature contre-attaque, en envoyant de nouvelles maladies à l'homme et fait surgir des créatures dans le monde subtil. Le hibou s'ébouriffe en se remémorant des visions désagréables. « Ouh, c'est vrai. Dans la nuit, je vois de plus en plus de drôles de zombies faits de carcasses d'animaux que les braconniers sanguinaires ont laissés derrière. Ils me font dresser les plumes sur le dos. Ouh! » Ariane confirme ses dires, mais les rassure que tant qu'il y aura des êtres bienveillants, comme elle et Gédéon, ils pourront les repousser. Toutefois, tout porte à croire que ces zombies ne sont qu'une pâle menace face à la venue de la pire des entités de la nature, le Wendigo. À ce nom, Gédéon tourne la tête vers sa cousine, intriguée. Oui, notre grand-mère est l'une des gardiennes du monde subtil et elle est sur les traces du Wendigo. Elle est allée avertir les peuples de Nitassinan que la bête mythique qui se dirigeait vers eux. Tu dois aller la rejoindre pour l'aider à combattre cette créature qui représente la colère de la nature. Gédéon serra sa prise sur sa hache, comme si la bête pouvait surgir à tout moment. Sa cousine demande aux animaux s'il y a quelqu'un parmi eux qui pourrait le mener à Kukumwapikun, qui veut dire « grand-mère fleur ». Mais la côte nord, qui fait partie du territoire Innu où se trouve la gardienne de la nature, n'est pas à côté. Et personne ne sait où elle se trouve exactement puisqu'elle est en chasse. Les animaux discutent un temps avant d'arriver à la conclusion qu'ils devront être à l'affût des signes de la nature pour la retrouver et passer par le fleuve pour arriver plus rapidement à destination. Un groupe d'outards retardataires, mais volontaires, offre d'amener Gédéon au fleuve. Il est convenu qu'Ariane restera ici pour protéger le territoire et, sans attendre, car le temps presse, les outards emportent notre bûcheron vers les berges rocheuses du Saint-Laurent. Là-bas, un banc de sirènes à queue de flétan accueille Nestor et Gédéon. Elles avaient été prévenues par les goélands qui avaient devancé les outardes dans leur vol. Une sirène constellée de taches de rousseur s'approche de Gédéon et, sans l'avertir, lui donne un baiser qui lui permettra de respirer sous l'eau. Nous ne sommes pas méchantes. Nous permettons aux matelots naufragés de regagner la rive de cette manière. Gédéon se réjouit de ne pas avoir eu à couler un bateau pour bénéficier d'un tel pouvoir magique. « Et moi, personne ne m'embrasse ?» Pauvre Nestor, mais il n'a pas besoin de ça pour voguer sur l'eau. Sans crier gare, Gédéon est tiré de sa rêverie alors qu'on l'entraîne dans les eaux glaciales du fleuve. Étonnamment, pour lui, elles sont confortables. C'est beau la magie. D'ailleurs, sa voix s'avère plutôt agréable. Il apprécie la flore marine avec ses concombres et ses pêches de mer, qui ne sont pas du tout des végétaux quand on y pense. Pourquoi dit-on des fruits de mer quand ce sont des animaux marins? Bref, au passage, il voit aussi des crabes, des étoiles de mer et des méduses. Il a aussi croisé un banc de bar rayé et des raies qui lui ont fait faire le saut en sortant de leur cachette. Elles sont bonnes en camouflage, les torieuses. Mais ce sont les esturgeons qui l'ont le plus marqué. Les esturgeons sont de très vieux poissons qui habitent le territoire depuis bien plus longtemps que les Premières Nations. Pour vous dire, les écailles n'étaient même pas inventées quand leur espèce s'est formée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ils ne sont pas recouverts d'écailles, mais bien de cuir. En gros, un esturgeon a fait remarquer à Gédéon que la vie humaine à la surface de l'eau avait aussi de l'impact sur la vie sous-marine, que ce soit par la surpêche ou par les sonores qui permettent aux bateaux de se rendre à bon port.
Imagine essayer de dormir avec quelqu'un qui fait constamment des solos de casserole à côté de toi. Pas évident. Suite à ce commentaire, Gédéon porte attention au bruit de fond du fleuve. Il est surpris à quel point l'eau porte bien le son des moteurs sur la distance. Il perçoit aussi une multitude de sons stridents, difficilement identifiables, mais suffisamment agressants pour virer fou à la longue. Il se dit que la technologie humaine moderne apporte plein d'avantages, mais il ne faut pas en négliger les inconvénients. Pas étonnant que la nature contre-attaque, comme Marianne le disait. Après un moment, Gédéon remarque que les sirènes bifurquent vers l'embouchure d'une rivière tumultueuse, après qu'un phoque leur a signalé un oiseau qui transportait un étrange animal roux vers le nord. C'était pas un animal de site que cet étrange-là. On aurait dit un écureuil à poil de carotte. Les sirènes passent alors le relais à des sirènes à queue de saumon, car elles sont les seules à pouvoir remonter le courant. Avant longtemps, ils arrivent à un immense barrage, balafré d'une impressionnante fissure. Quelque chose avait fait craquer la surface lisse de cette création humaine. Sur les berges de la rivière, Gédéon remercie les sirènes avant qu'elles ne disparaissent dans les gros bouillons qui s'échappent du barrage. Il regarde autour de lui et voit un étrange oiseau avec un long bec. « Tiens donc, s'étonne Nestor, les courlicorlieux ne s'avancent pas autant dans les terres habituellement, malgré que ce soient des oiseaux migrateurs. » Il décide de s'en approcher pour en avoir le cœur net. À ce moment précis, un lynx surgit de nulle part, toute griffe d'or. Gédéon se met en position de combat avec sa hache, mais n'a pas besoin de s'en servir car le lynx s'arrête aussitôt qu'il aperçoit le duo Castor-Bûcheron. Il se confond en excuses en constatant qu'il s'agit de ses invités et non de son dîner. Il les invite à le suivre. En route, nos deux voyageurs apprennent que le courlicorieux a fait un long voyage du sud pour leur apporter un invité spécial. Mais quand Gédéon veut en savoir davantage, il remarque une silhouette au loin. Le lynx les a menés au sommet d'un ravin, pas très loin du barrage. Une femme enveloppée de fourrure scrute attentivement l'horizon. Ses vêtements claquent dans les vents violents qui surgissent de la plaine en contrebas. « Coucou, moi Picoune. » La grand-mère de Gédéon se retourne lentement, comme entravée par le poids de ses pensées. Lorsqu'elle reconnaît son petit-fils, un sourire illumine son visage. Le barbu s'avance pour lui faire un gros câlin, mais elle l'arrête dans son élan, puis entrouvre son manteau d'où sort une petite tête trousse. Un tamarin? Le petit singe grimace face au froid, puis s'adresse à notre bûcheron qui s'étonne de s'étonner encore de ses aventures. « C'est lui dont tu m'as parlé, Coucoum. J'espère qu'il va pouvoir nous aider, en effet. »« Vous aider à quoi? » ?»« À vaincre les contre-attaques de la nature, qui ici prend la forme du Wendigo, mais qui en mes terres s'appelle le Curupira. » Le tamarin lui explique qu'au Brésil, d'où il vient, les jungles sont brûlées. Les aras et les paresseux ont de moins en moins de branches pour se dandiner, la grande variété de palmiers est remplacée par la monoculture et les caïmans s'étouffent dans les eaux toujours plus polluées autour des villes. Normal que ça ait un impact sur le monde réel et subtil. Gédéon regarde sa grand-mère, le cœur rempli d'une colère grandissante. Il savait l'homme nuisible pour la nature, mais à ce point, c'était inacceptable. Si cette folie prenait forme en un Wendigo, il se devait de le terrasser afin de mettre un terme à tout ça. « Coucou, tu l'as trouvé ce Wendigo? » Pour seule réponse, Wapikun se tourne vers la chose qu'elle observait à son arrivée. Gédéon ouvre grand les yeux alors qu'en contrebas, une créature déchaînait sa colère sur des camions gros comme des maisons. En effet, ce n'était pas un ravin naturel, mais bien un gigantesque trou creusé de main d'homme. Le Wendigo était en train de déverser son fiel sur les installations d'une mine de fer. Le bûcheron empoigne sa hache et s'apprête à s'élancer à l'attaque, mais il réalise rapidement qu'il se casserait les jambes à sauter de si haut. En parallèle, sans s'en rendre compte, plusieurs animaux s'étaient joints à eux. Comme en territoire atikamekw, une assemblée de protecteurs de la nature se regroupait au sommet du ravin. Gédéon interpelle des chouettes et des harfans des neiges qui viennent de joindre au groupe. « Vous pouvez me filer un coup de main? » Les prédateurs volatiles, ne pouvant refuser une telle chasse, déploient leurs ailes et agrippent Gédéon qui s'était retourné pour faire face à la bête au creux des abysses. Coucoum tente de l'avertir de quelque chose, mais il est trop tard. Le voilà dans les cieux. Nestor saute d'excitation. « Allez, grigez-lui les mollets, très cher! » Du haut des airs, Gédéon a une meilleure vue d'ensemble. La forme du Wendigo est impressionnante. On aurait dit qu'une tranche de croûte terrestre tirée des déserts de Coupa-Blanc avec des souches et des épinettes malades aurait pris vie. En dessous, il peine à voir son corps, mais il aperçoit des membres en glace arracher les immenses pneus d'une carcasse de camion. « Faites-moi atterrir sur son dos. »
À 2 hauteurs d'homme du dos de la bête, les serres des oiseaux se relâchent et le bûcheron fond sur le Wendigo. Son objectif est de fendre son dos avec sa hache, mais le sol gelé de sa carapace est impénétrable. Il ressent des éclairs dans les bras et l'impact du coup envoie valser sa hache dans les airs, le manche en éclats. Il se recroqueville pour se protéger des morceaux qui tombent, mais il sent qu'on le soulève avec vigueur. Il est soulagé de constater qu'il s'agit des oiseaux qui ont senti la soupe chaude pour lui. En s'éloignant du dos de la bête, le Wendigo se tourne vers eux. Ils viennent de perdre l'avantage sur la surprise en plus de rendre Furax une créature magique et maléfique. Finalement, sous sa carapace végétale se cache un géant de glace aux allures squelettiques. Gédéon a juste le temps de remarquer une lueur surnaturelle au niveau de son cœur avant de saisir d'effroi en constatant qu'elle vient de leur lancer le pneu qu'elle avait arraché l'instant d'avant. Tel le vaisseau d'un ovni filant en grande vitesse dans le ciel, il disperse l'essaim de volatiles essentiels au vol de notre bûcheron. En chute libre, il se dit que les esprits de la nature avaient dû se tromper en le choisissant pour combattre le Wendigo, mais un impact coupe court à ses noires pensées. Plutôt que de s'aplatir comme une crêpe au sol, il se ramasse à rouler dans la poudreuse. Il sort la tête de son tas de neige et voit plusieurs renards, loups et coyotes qui l'observent gravement. « Une chance que nous nous sommes regroupés pour te plaquer au bon moment, car sinon... » commence à expliquer un loup entouré des siens. « Bon, les loups qui prennent tout le mérite, on s'y attendait pas. » ironise un coyote. « Ça va, très cher? » Gédéon lève la tête et voit Nestor, qui le salue du palier supérieur. Un bref coup d'œil en contrebas lui permet de constater que le Wendigo poursuit son œuvre de destruction vers le centre de la mine à ciel ouvert. Les oiseaux prédateurs reviennent auprès de Gédéon, plus ébouriffés que tout à l'heure, ayant littéralement perdu des plumes. Il l'agrippe et le monte auprès de Sakokoum. « Tu m'as donné une de ces frousses. »« Désolé, je n'ai pas fait tout ce chemin pour me tourner les pouces devant la menace. »« Oui, mais rien ne sert de se presser si c'est pour partir mal équipé. » Gédéon reconnaît qu'il est peut-être parti un peu vite, surtout en considérant le résultat. Il demande à Sakokoum ce qu'elle lui suggère pour affronter la bête. Elle invite alors 2 étranges oiseaux à s'approcher d'eux. Un possède un bec coloré et l'autre ressemble étrangement à un manchot. « Ce macareux et ce guillemot nous arrivent de la côte est du Labrador, l'extrémité du territoire Nitassinan, dont les pieds baignent dans l'océan Atlantique. »« On a fait la route à dos de cheval marin !» dit avec excitation le macareux. « Je te le garantis, c'est pas le Club Med d'où on vient !» ajoute le guillemot. En effet, ces côtes maritimes subarctiques sont balayées par de forts vents portés par la mer. Gare aux bateaux qui désirent y accoster. D'ailleurs, Koukoum explique que leurs ancêtres y ont trouvé, dans les entrailles d'un dracor viking, une hache magique. Les 2 volatiles déballent alors maladroitement le contenu de leur paquet, révélant une hache magnifiquement ouvragée. Une lueur similaire à celle vue au centre du Wendigo émane de la lame millénaire. Tous les animaux et les auditeurs de ce conte s'exclament en même temps. Ouh! Gédéon empoigne la hache, la toise, puis demande du regard à sa grand-mère s'il peut offrir une 2e ronde de combat à la créature maléfique en contrebas. À la quiesce d'un hochement de tête, le bûcheron demande aux oiseaux présents de l'accompagner dans sa bataille. Les branches aux alentours se vident de leurs occupants et quelques urubus, des mouettes et des canards s'ajoutent à la horde volante. Dans le tumulte des piaillements et des battements d'ailes, il peut discerner les cris de son ami. « Montrez-lui de quel bois on se chauffe, très cher! » Bon, cette fois, ce sera la bonne. Gédéon et sa nuée de volatiles s'enfoncent dans les profondeurs de la mine sous les rayons obliques du soleil. La lueur du torse du Wendigo illumine l'obscurité croissante de l'abysse. Le bûcheron fait signe au canard d'attirer l'attention de la bête. Malgré qu'ils lui répondent « Quoi? Quoi? » il voit bien qu'ils ont compris la consigne puisqu'elles se séparent de leur groupe en cancanant vigoureusement. Ça marche! Le Wendigo détourne son attention de son œuvre de destruction afin d'examiner la source de tout ce boucan. En allongeant le cou, il offre sa poitrine d'où la lueur surnaturelle émane. Gédéon sourit. « Ce coup-là, je te manque pas. » Ses porteurs zélés décrivent un arc de cercle qui les mène directement sur la poitrine de la bête. Gédéon lance sa hache qui se fiche en plein cœur de cette cage thoracique glacée. Des lézardes partent en tous sens. L'effet est immédiat, mais la suite surprend tout le monde. Sans avoir vu ni compris le mouvement, Gédéon s'est fait saisir par la gigantesque main du Wendigo, dont le visage est maintenant tourné vers notre héros. Dans ses orbites, des flammes crépitent et de sa bouche s'échappe un hurlement comme les pires vents des nuits de tempête. Les oiseaux volent en pagaille autour de la bête, mais comprennent leur impuissance à aider leur allié humain.
Gédéon se débat frénétiquement pour se déprendre de l'emprise du Wendigo, mais constate rapidement que c'est peine perdue. Toutefois, plutôt que de céder au désespoir, il remarque un changement dans la bête. La lueur en son centre diminue à vue d'œil. Le hurlement s'essouffle et laisse place à un silence salvateur. Les flammes ont quitté ses orbites, remplacées par une lueur verte non moins menaçante. Le Wendigo de sa main libre retire la hache de sa poitrine et la casse comme une vulgaire brindille de bois. Tout est perdu. À moins que... Tu crois pouvoir me vaincre avec ce qui m'a créé? Le sang du bûcheron se glace en entendant cette voix d'outre-tombe. Il ne sait pas quoi répondre, ou s'il doit répondre, tout court. Les esprits de la nature t'ont donné à moi. Et moi aussi je suis un esprit de la nature, bizarre, non? Ce sont les actions des hommes qui m'ont créé. Comment tes actions pourraient-elles me vaincre? Gédéon regarde la bête comme un chien qui ne comprend pas les directives de son maître. Ce n'est pas pour ton habilité à la hache que tu es venu jusqu'ici. C'est parce que tu as bon cœur, et surtout, la conscience des connexions entre le bien-être de la nature et celui des humains. Tu es l'homme qu'il faut pour incarner le changement nécessaire. Le bûcheron comprend que cette représentation vengeresse de la nature, visiblement moins hostile qu'avant, veut lui faire comprendre de quoi. Il entame une discussion avec. En jasant, il réalise que comme elle, la colère et l'incompréhension l'ont mené à penser à une solution violente, destructrice, pour régler un problème que la réflexion et le bon sens devraient résoudre. Sa hache lui avait ouvert le cœur, dissipant la rage qui y brûlait. Mais que faire maintenant? Il faut que tes semblables sortent du cercle vicieux dans lequel ils sont pris, qu'ils la transforment en cercle d'abondance afin d'offrir un avenir lumineux à la nature et à ta descendance. Respectez la nature qui vous entoure, qui vous nourrit. Faites des jardins sur les toits de vos maisons. Créez des espaces pour que la nature puisse circuler et prospérer avec vous. Des espaces pour la vie. Gédéon hoche la tête, trouvant les paroles de l'entité des plus sensées. Ces dernières paroles résonnent encore, même après que la lueur verte ait quitté les yeux du Wendigo. Tu as apaisé mon cœur. Tu te dois maintenant d'apaiser celui des tiens. Le Wendigo dessert son emprise et commence à s'effondrer progressivement comme un glacier qui s'effrite dans le Grand Nord. La magie qu'il avait créée s'était dissipée en même temps que sa rage. Les oiseaux ramènent Gédéon auprès de Coucou et Nestor. Ils leur racontent ce dont ils ont parlé. Grand-maman Wapikun se sent coupable de ne pas avoir anticipé les besoins de la bête et d'avoir pensé qu'une hache immémoriale pourrait la terrasser. Comme quoi même les esprits bien intentionnés pouvaient faire des erreurs. Nous avons pensé en homme pour vaincre des hommeries, alors qu'il fallait penser globalement à s'inspirer de la nature. Gédéon lui dit que l'important, c'est qu'il avait maintenant la clé pour éviter que d'autres Wendigo ou que d'autres systèmes de défense de la nature terrassent leurs semblables. Si on veut encore vivre longtemps sur cette terre, va falloir travailler avec elle, non contre elle. Et c'est ainsi que, une fois revenu en ces terres dans le coin de Whedon, en décorant son beau sapin, Gédéon décida que la meilleure façon de procéder était d'ouvrir les yeux et la conscience de ceux qui l'entourent par ses paroles, mais surtout par ses actions. À leur tour, les gens qui lui tiennent à cœur se mettront à rayonner et faire de même avec leurs proches. Un cercle à la fois, il faut enseigner que le monde des vivants, humains, animaux, plantes, l'infiniment petit et l'infiniment grand, doit fonctionner en harmonie pour que nous puissions continuer à vivre dans l'abondance d'un bien-être partagé. Fin. Ben oui, l'histoire est finie. J'espère qu'ils vont l'apprécier autant qu'on a eu du fun à la faire, hein? Oh, tu fais un massage de bédaine. Oh, ça, c'est bon, ça. À la prochaine! Le beau chien, le beau chien.